tous, bienvenue dans l'entretien de la semaine. Ce soir, on va parler retraite ou comment sauver la CNR, la Caisse nationale des retraites, toujours sous perfusion à cause de son grave déséquilibre financier. La réforme du système des retraites chez nous se pose avec acuité, mais comment? Puisque, on le sait, c'est d'abord les cotisants qu'il faut trouver et donc créer de l'emploi en amont. C'est dire la complexité de la question. Pour en parler, notre invité reçoit ce soir Slimane Melouka, directeur général de la Caisse nationale des retraites. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le premier responsable du secteur ne s'en est pas caché cette semaine. Il a fait un diagnostic pour le moins inquiétant sur la situation de la Caisse nationale des retraites. Aujourd'hui, est-ce que le pire pourrait être envisagé, c'est-à-dire le défaut de paiement dans les mois ou les années à venir? On n'en est pas encore arrivé là. Le défaut de paiement, c'est les dispositions qui ont été prises sur la question par rapport au financement de la caisse de retraite s'en parlent d'eux-mêmes, puisque l'État a injecté pour l'exercice 2018 500 milliards de dinars pour prendre en charge le complément de paiement, les compléments de paiement pour les pensions de retraite. Cela suppose qu'il n'y a pas de défaut de paiement et qu'il n'y aura pas de défaut de paiement, d'autant plus que l'État a pris l'engagement d'honorer le paiement des retraités sur les fonds de l'État, de telle manière à pouvoir assurer cette prestation de manière pérenne. Pour les années à venir, il y a une visibilité? Pour les années à venir, tout le monde réfléchit à la question. Nous avons débattu du sujet à plusieurs reprises au niveau des médias, avec les partenaires, avec l'ensemble des concernés par la question. La disposition d'ailleurs qui a été prise à ce sujet, et là je fais allusion à la loi 1615 du 31 décembre 2016 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et qui a fait état de l'abrogation de l'ordonnance 97-13, cette fameuse ordonnance qui avait été donc instaurée en 97 et qui permettait aux travailleurs de pouvoir partir en retraite à un âge précoce, notamment donc enfin à 50 ans pour l'homme et même à 45 ans pour la femme, avait fait en sorte donc de créer ce déséquilibre et le constat est là. Aujourd'hui, pour votre gouverne, nous sommes à plus de 3 millions de bénéficiaires de pensions et allocations de retraite, plus exactement à 3 150 000, dont 1 million sont partis en retraite avant l'âge de 60 ans, précocement, donc à un âge qui était entre 50 et 60 ans. Il est vrai qu'on cite souvent le fait que ces personnes aujourd'hui ont dépassé l'âge de 60 ans, certes, mais n'empêche que pendant 7-8 ans, jusqu'à voire même 10 ans, ils ont pris des pensions de manière précoce. Et en parallèle, il y a eu l'arrêt des cotisations de leur salaire, puisque ces personnes, donc, d'un côté, on a perdu leur cotisation, et de l'autre côté, c'est devenu des pensionnés. Un manque à gagner important. Et donc, vous parliez donc de dispositions ou de visibilité. Ben, l'une des premières dispositions qui ont été prises par rapport à cet aspect, c'était justement l'abrogation de cette disposition et permettre aux gens de pouvoir partir en retraite à 60 ans, ce qui est usité un peu partout dans le monde. Donc maintenant, pour la visibilité à l'avenir, il faudrait discuter de la question avec tous les concernés et voir les dispositions. Alors on va voir un petit peu quelles sont les pistes de réflexion sur le sujet. La CNR n'a pas pu honorer, pour la première fois depuis longtemps d'ailleurs, la revalorisation des retraites mensuelles, cette fois-ci, alors qu'il n'était pas question de ne pas l'honorer. Pour quelle raison, cette fois-ci, elle n'a pas pu avoir lieu? La revalorisation ne se fait qu'au mois de mai de chaque année. C'est chaque 1er mai de chaque année. Et vous avez dit qu'il n'y aura pas de revalorisation. Personne n'a avancé cela. Ni la caisse de retraite, ni notre ministère de tutelle ne s'est avancé à cela. C'est une disposition qui est prévue par la loi. Donc elle rentre en exécution à partir du mois de mai. Elle ne sera pas touchée, en tout cas. Du mois de mai. Ce qui est certain, c'est que ce taux, durant les années écoulées, a été je dirais, plus ou moins réduit, puisqu'il a été de 2,5% pour les deux exercices précédents. Mais il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, c'était des taux qui étaient quand même très avantageux pour le retraité. Mais aujourd'hui, c'est un taux qui doit être étudié sur le plan disposition. Donc, c'est le conseil d'administration de la caisse de retraite qui siège en coordination donc, avec les gestionnaires de la caisse pour faire des propositions au gouvernement par rapport à ce taux, voir un peu l'impact financier.
Et donc la question sera étudiée dans les prochains jours. Donc vous croyez que ce taux, tel qu'il est actuellement, n'est pas tenable pour la CNR actuellement, dans la situation où elle se trouve? Si la loi le prévoit, il faudra bien l'appliquer. Maintenant, ce qui déplaît aux retraités, c'est le taux justement qui est des fois très réduit. Mais ce taux, aujourd'hui, on doit le prendre en considération en fonction de la situation financière de la Caisse. Et du fait que la situation financière de la Caisse actuellement est telle qu'on la connaît, donc le taux est réduit, c'est tout. Mais on ne le sait pas à combien? Ben, on verra. Pour le moment, ce n'est pas moi qui prends cette décision. Je vous explique un peu le processus qui est suivi. Et le taux sera fixé donc d'un commun accord entre le conseil d'administration. Prochainement, très bien. Alors on le sait, ce sont principalement les départs massifs en retraite, principalement depuis à peu près 2012, qui ont créé ce déséquilibre financier de la CNR. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la CNR et peut-être aussi au niveau du ministère de tutelle, quel est le bilan qu'on peut faire de cette situation de l'époque? Est-ce qu'on aurait pu éviter certaines choses, cette effusion de retraités? Est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation actuellement? Est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait, forcément? Et bien sûr qu'il y a un bilan qui a été fait. La disposition, quand elle est entrée en vigueur en 1997, à l'époque, donc les départs étaient très, très restreints, mais au fil des années, le fossé a commencé à s'accentuer. Et là où il y a eu donc l'augmentation très importante, c'était en 2012, puisqu'à l'époque, il y a eu quand même des augmentations de salaire très conséquentes, qui avaient fait en sorte, parce qu'il faudrait que je vous rappelle, ou que je rappelle aux téléspectateurs, que donc, le calcul de la retraite en Algérie se fait donc sur les 5 dernières années de salariat ou sur les 5 meilleures années durant la carrière, ce qui est quand même très avantageux. Assez généreux. Par rapport à d'autres systèmes. Donc à l'époque, il y a eu des revalorisations avec des rappels qui ont touché 5 années avec effet rétroactif pour certains secteurs. Donc ça a donc engendré des départs des gens qui avaient dépassé l'âge de 50 ans et donc qui ouvraient droit au départ en retraite dans le cadre de la disposition qui existait à l'époque. Donc les gens ont été intéressés par partir pour avoir donc d'un côté une rente, une pension régulière, avoir son assurance, sa couverture de l'assurance maladie, que ce soit pour lui ou pour tous ses ayants droit, et pouvoir éventuellement travailler dans un autre créneau, donc avoir une double rentabilité. C'est pour ça que la situation de la trésorerie à l'époque avait déjà commencé à s'essouffler un petit peu. Ensuite, ces dernières années, c'était le rush. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont voulu s'investir dans l'informel, avoir des activités parallèles, donc c'est resté dans le même sillage. Et dans la même réflexion de manière générale, je suis encore jeune et valide, j'ai 51, 52 ans, j'ai une pension de retraite qui me permet donc une rentabilité mensuelle, de pouvoir subvenir à mes besoins mensuels, et j'ai la liberté d'action de pouvoir activer ailleurs, soit dans le cadre du salariat ou dans le cadre du non-salariat, c'est-à-dire dans le cadre d'une activité commerciale ou dans le cadre d'une activité, parce que la réglementation le permet, jusqu'à présent d'ailleurs. Donc, et c'est comme ça que les départs ont commencé à s'accentuer, de telle manière à ce que durant les exercices, les 2 exercices précédents, on s'est retrouvé avec des départs qui ont touché les 180 000 retraités par année. Ce qui est énorme par rapport à une frange de la population. Et ce chiffre a été ramené jusqu'à 45 000, 50 000 Les prévisions de départ pour l'exercice 2018 tournent autour de 50 000 départs prévisibles pour l'exercice 2018. Est-ce que c'est le plafond de ce que peut, disons, tolérer la CNR financièrement? Non, le plafond, justement, la nouvelle loi qui est entrée en vigueur et qui a abrogé d'un côté le départ précoce, excusez-moi, donc comprend dans son texte, en deuxième disposition, la possibilité pour le citoyen de partir au-delà de l'âge de 60 ans et de pouvoir rester en activité jusqu'à 65 ans. Donc, parce que pour la plupart de ces personnes-là, il y en a ceux qui n'ont pas encore les 32 ans de service qui leur permettent de pouvoir avoir le taux plein, qui est celui de 80%. Donc, ça va permettre à ces gens-là de pouvoir rester en activité jusqu'à 62, 63 ans. Il faudrait rappeler que ces personnes peuvent rester travailler jusqu'à l'âge de 65 ans sans le consentement de leur employeur. Donc, ceci va peut-être fausser un peu nos prévisions à la baisse, et ça serait notre souhait. Ce serait une bonne surprise. Ça serait une bonne chose pour nous que de voir, parce que d'un côté, c'est des cotisants qui restent sur le terrain de l'activité. Alors, ce sera visible finalement quand? Quand est-ce qu'il pourrait y avoir un premier bilan positif
pour la CNR dans ce sens-là? Le bilan positif, il faut le reconnaître, c'est que tout d'abord, nous avons arrêté l'hémorragie. Oui. Mais c'est vrai que nous sommes encore dans une phase critique en matière de finances. Mais quand vous dites critique, c'est vraiment, le mot est très fort. Ben, écoutez, c'est un schéma ou c'est un calcul simple qu'il faut se mettre en face. Nous avons des recettes et nous avons des dépenses. À partir du moment où vos dépenses dépassent largement vos recettes, je pense qu'on ne peut que parler de situation critique. Bon, heureusement que l'État aujourd'hui est là pour pouvoir assurer les paiements complémentaires, mais il faudrait qu'on mette en place un système de réflexion de telle manière à créer l'équilibre, parce que la logique voudrait que ces caisses travaillent de manière autonome pour pouvoir prendre en charge d'un côté l'assurance maladie et de l'autre côté le risque retraite. Donc, pour rappel, si on doit revenir un peu en arrière sur le plan historique, au début, quand le système a commencé à être mis en application, il y avait à l'époque entre 8 et jusqu'à 10 cotisants pour un retraité. Ce qui permettait de prendre en charge aisément le retraité, de pouvoir éventuellement revaloriser sa pension, lui donner des augmentations qui pouvaient à l'époque lui permettre... À l'époque, c'est les années 80 en fait. C'était dans les années 80. Ensuite, au fil des années, l'équilibre a commencé à s'inverser. Déjà à l'époque, il aurait peut-être fallu prendre les mesures nécessaires. Bon, mais en plus, ce qu'il y a eu de dramatique, c'est que la nouvelle disposition est rentrée en vigueur en 97 et elle a accentué encore le fossé, puisque le nombre de cotisants a commencé à baisser de manière grave. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec 2 cotisants pour un seul retraité. Et le calcul est toujours aussi simple. Hein. Si vous avez 2 personnes qui cotisent avec des montants, vous savez que la cotisation est à 34,5% par mois entre employeur et employé. Donc l'assuré social cotise le tiers pratiquement de sa paie chaque mois. Vous imaginez qu'on ne peut pas prendre avec 2 tiers de cotisation par mois un pensionné. Oui. Donc il faudrait qu'il y ait au moins 4 jusqu'à 5 cotisants pour pouvoir prendre en charge un pensionné. Donc aujourd'hui, ce déséquilibre financier devient structurel en fait. Au fil des années, il devient structurel. L'État aujourd'hui, on le sait, avec toutes les difficultés financières que l'on connaît aussi de l'économie nationale, est-ce qu'on vous a donné des garanties que l'État allait prendre à charge donc ces dépenses jusqu'à trouver une solution viable pour la CNR? Chaque année, l'État va verser de l'argent. L'État est garant de la prise en charge des pensions et allocations de retraite, mais cette garantie qui est donnée aujourd'hui ne doit pas faire en sorte de nous laisser dormir sur nos oreilles. Donc il faudrait que le citoyen réagisse, il faudrait que... Alors qu'est-ce que vous voulez dire exactement par qu'il faudrait que les citoyens réagissent? De quelle manière il faudrait qu'ils réagissent? Je vais vous répondre. Quand le système a été mis en place à l'époque, à titre d'exemple, nous avons cité tout à l'heure le fait que le calcul de la pension de retraite se faisait sur la base des 5 années, des 5 dernières années ou des 5 meilleures années. Et ça, c'est pas prêt de changer malgré le contexte? Je m'explique. Donc, si on doit revenir en arrière sur les 30 ans précédentes, vous savez qu'à l'époque, le retraité quand il partait en retraite, on prenait comme base de calcul la dernière année d'activité. Oui. Et puis, en 96, nous sommes passés au calcul sur la base des 3 dernières années d'activité. Et en 99, on est passé sur la base du calcul des 5 dernières années. Aujourd'hui, si le système est arrivé à sa limite, il faudrait peut-être réfléchir à cela. Puisque, pour votre information, le système des non-salariés se base son calcul sur les 10 dernières années et non pas uniquement sur les 5 dernières années. Oui. C'est ce qui peut-être permet aujourd'hui à la caisse des non-salariés d'avoir un certain équilibre, je dirais peut-être. Parce que ça, ce n'est qu'un paramètre. Je prendrai d'autres paramètres qui sont ceux du nombre d'années d'activité pour avoir le taux plein. Si on doit se comparer à certains pays, chez nous, il faudrait avoir 32 ans d'activité pour avoir le taux plein. Chez certains pays, il faudrait 40 années d'activité pour avoir 50% de taux. Alors que chez nous, 32 ans nous donne 80%. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux pays dont vous parlez, occidentaux peut-être, et dans la région du Maghreb, est-ce que notre système de sécurité sociale, j'essaye d'interpréter ce que vous dites précisément, est-ce qu'il ne serait pas trop généreux par rapport aux capacités aujourd'hui de la Caisse nationale des retraites, mais aussi de l'État en général?
C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Le système est très généreux par rapport à beaucoup de paramètres. Si on doit prendre en considération la pension de reversion. La pension de reversion, en fait, c'est la pension qui revient aux ayants droit après le défunt du retraité. Donc, et par ayant droit, on parle donc, du conjoint ainsi que des enfants. Bon, certaines catégories d'enfants, parce que ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent bénéficier de la pension de reversion. Mais les garçons ou les enfants de sexe masculin qui ont moins de 18 ans donc, perçoivent leur pension de reversion. La femme qui n'a pas d'activité ou qui n'est pas mariée donc, perçoit la pension de reversion de son papa ou de son père donc, indéfiniment, quel que soit son âge. Cet aspect, par exemple, dans d'autres pays, il n'est pas pris en charge. Il y a uniquement le conjoint qui bénéficie d'une partie de la pension de reversion. Alors, on pourrait revoir très certainement cet aspect sur des ayants droit. Vous avez touché du doigt peut-être l'une des failles, c'est que le système est trop généreux, et très généreux. Il faudrait peut-être être un petit peu plus restrictif par rapport à cette générosité pour permettre peut-être de revenir à une situation d'équilibre, tout en bien sûr, en faisant des investigations par rapport à la situation de l'emploi. Il faudrait peut-être développer un peu plus l'emploi pour pouvoir avoir plus de cotisants. Alors c'est ça en fait. La base cotisante est aujourd'hui trop mince. Vous le disiez tout à l'heure, 2 cotisants pour un retraité, c'est totalement insuffisant. En dessous de la norme, seulement 6 millions d'affiliés à la CNAS sur plus de 10 millions de personnes actives. Donc aujourd'hui, en fait, les solutions viables qui pourraient aider la CNR ne viendront pas de la CNR, si ce n'est revoir quelques mesures un peu trop généreuses dont vous parliez, mais c'est surtout la création de l'emploi. Et c'est ça qu'il faut peut-être souligner aujourd'hui, c'est qu'il faut que ça vienne, ce sont des facteurs exogènes à la CNR, exact. Totalement. C'est bien cela. Permettez-moi de vous corriger, mais il s'agit plutôt de 6 millions de cotisants pour 11 millions d'affiliés, ce qui est différent. D'accord. 11 millions d'affiliés, oui, tout à fait. Moi, j'ai parlé de 10 millions de personnes actives. Oui. 6 millions de cotisants. Les 11 millions, donc vous pouvez avoir des personnes qui sont affiliées, mais qui ne sont pas actives. Tout à fait. À l'exemple de l'handicapé. Et donc 10 millions de personnes occupées, précisément. Ou de l'étudiant, ou ce qu'on appelle les catégories particulières. Donc, mais il y a uniquement 6 millions de cotisants. Le problème, c'est que vous avez aussi là touché du doigt les facteurs exogènes. Nous sommes dans une conjoncture particulière où il n'y a plus beaucoup d'investissements dans le pays par rapport à la conjoncture financière, et ce qui fait que l'activité en matière de BTPH et d'autres créneaux porteurs a un peu diminué. C'est pour ça que la situation des cotisants aujourd'hui a pas de recul, mais en fait une certaine stabilité. De manière générale, le BTPH n'est pas c'est un secteur un petit peu boudé de la part des travailleurs. L'agriculture aussi. Ça, c'est un autre aspect qui pourrait être porteur dans le sens où il y a le jeune travailleur refuse de travailler sur certains créneaux. Il préfère les créneaux où il a plus de facilité, de liberté, où il y a moins de pénibilité, moins de tracasseries. C'est pour ça qu'il boude certains emplois. Et ça, c'est pas normal. Alors, 500 milliards de dinars, vous l'avez dit, ont été injectés par l'État, donc dans la trésorerie de la CNR. C'était à la fois donc pour rééquilibrer, diversifier les sources de la CNR, mais aussi pour lui permettre de payer ses dettes. Est-ce que les choses ont été faites? Est-ce que la CNR a payé ses dettes ou pas encore? Où est-ce qu'on en est? Non, la dette de la CNR vis-à-vis des autres organismes, à titre de rappel... Notamment pour la CNAS. À titre de rappel, donc depuis 2014, la CNAS ainsi que la CNAC sont venus en appoint à la CNR par rapport à la prise en charge donc, des compléments de pension. Et aujourd'hui, on se trouve redevable vis-à-vis de ces caisses par rapport à des montants assez importants. Donc aujourd'hui, l'État a injecté 500 milliards de dinars à la CNAS, puisque c'est elle qui est chargée du recouvrement, pour pouvoir donc répondre aux besoins de l'une et de l'autre. La CNAS aussi, on l'a entendu cette semaine par le ministre du Travail, qui dit qu'elle est aussi menacée en fait par la fraude principalement. Donc elle a ses propres problèmes déjà, la CNAS. Elle a ses propres problèmes, et donc nous avons dû puiser de sa trésorerie de manière assez conséquente. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'État est venu donc à la rescousse pour pouvoir donc donner de l'argent à la CNAS de telle manière à pouvoir
assurer donc aussi bien l'équilibre de la CNAS ainsi que de la CNR, mais plus particulièrement de la caisse de retraite, parce que c'est elle qui souffre principalement du déficit. Alors, lorsqu'on parle de réforme du système aujourd'hui de sécurité sociale dans notre pays, et actuellement avec la situation que l'on connaît de la CNR, pourquoi cela tarde à venir? Pourquoi il n'y a pas de mesures très concrètes en fait, pour diversifier justement les ressources de la CNR et réduire ses dépenses? Ça tarde à venir parce que malheureusement les mesures impopulaires font très mal et donc les gens réagissent très mal. D'ailleurs, pour preuve, quand on a mis en place la nouvelle disposition de loi qui a abrogé donc, le départ en retraite précoce, alors que ce n'était qu'un retour à la normale après une situation d'exception, des réactions... L'exception qui a duré quand même... Elle a duré ce qu'elle a duré, très longtemps. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc l'État a pris la décision de bien faire et de rétablir les choses pour pouvoir reprendre un peu la situation en main. Et les choses sont parlantes d'elles-mêmes aujourd'hui, puisque je vous dis que nous sommes passés à une situation de départ qui a dépassé les 180 000 retraités, à une situation prévisionnelle où nous comptons avoir une 50 000 à peu près départs pour 2018. 2017, vous en avez eu combien précisément? 2017, nous avons eu, c'est le chiffre de 2017, plus de 180 000 départs en retraite. Mais la prévision pour 2018? Pour la prévision de 2018, elle avoisine les 50 000. Très bien. Donc, vous avez vu, on parlait de mesures impopulaires, nous avons abrogé la loi, il y a eu des réactions très négatives par rapport à cet aspect qui traînent jusqu'à l'heure actuelle où les gens reviennent encore à la charge et demandent à ce que cette disposition soit annulée alors qu'elle est évidente et tout le monde, en majorité... Et vous le confirmez une nouvelle fois, il ne sera plus jamais question de revenir, en fait, même si la situation financière devient meilleure. Vous avez parlé de mesures qu'il faudrait prendre pour que le système soit périn et soit viable. Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut oser parler de revenir en arrière alors que la situation est très critique? Alors, quelles sont aujourd'hui les pistes de réflexion? Vous avez parlé de certaines mesures qui pourraient déjà arranger les affaires de la CNR en revoyant un petit peu la générosité du système. Quelles sont les pistes de réflexion pour engager un vrai débat sur la réforme du système de sécurité sociale? Les pistes de réflexion, elles sont de deux ordres. Tout d'abord, il faudrait s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays et de ce qui a été fait dans d'autres pays. Et autour de nous, nous avons vu, notamment dans le bassin méditerranéen, les difficultés qu'ont traversé de nombreux pays par rapport à cet aspect. Pas plus tard qu'il y a quelques années, nous avons vu que dans un pays, l'État a été obligé de revoir à la baisse les pensions de retraite. Et nous, on ne veut pas en arriver là. Ça, ce serait le pire des scénarios? On ne veut pas en arriver là et on ne va pas en arriver là. Et pour cela, donc, il faudrait s'inspirer de ce qui a été fait comme réforme sur d'autres pays et puis mettre sur le tapis tous les avantages du système ou tout ce qui est large et je dirais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, généreux dans le système et se pencher sur la question. Si tel ou tel paramètre est trop généreux par rapport à la situation actuelle, eh bien, il ne faudra pas... Mais vous les avez identifiés. Là, vous venez d'en parler, de parler de 3, les paramètres, 4, voilà. Ils sont identifiables. Je vous donnais, donc il n'y a plus qu'à passer à l'action. Je vous ai donné l'exemple de 32 ans, je vous ai donné l'exemple du calcul sur la base des 5 années, je vous ai donné l'exemple des ayants droit aussi. Des ayants droit, etc. Il faudrait peut-être penser à conserver les plus avantageux, surtout pour ceux qui perçoivent des petites pensions. Peut-être qu'il n'est pas question de revenir sur les ayants droit, parce que sinon, ça serait des personnes qu'il faudrait prendre en charge d'une autre manière, mais peut-être sur certains autres paramètres. Donc diversifier aujourd'hui les ressources. Lorsque le premier responsable du secteur parle de diversifier les ressources de la CNR, il veut dire quoi par là? Il a fait allusion tout d'abord au 1% qui a été affecté sur l'imposition fiscale par rapport aux produits importés. Aux opérations d'importation. Et il faudrait peut-être penser à d'autres sources de financement, notamment sur le tabac. La fiscalité pétrolière avec 3%. Non, la fiscalité pétrolière, elle est déjà en application. Oui, je parlais des niches financières en fait qui alimentent la CNR. Donc cette fiscalité, cette taxe sur la fiscalité pétrolière, ou ce taux qui a été appliqué sur instruction de M. le Président de la République en 2006, donc c'est une trésorerie qui est réservée
pour prendre en charge les générations futures de retraités. Donc c'est pour ça que c'est une manne aussi qui est mise de côté pour pouvoir éventuellement par la suite être exploitée dans les années à venir. Mais il faudrait penser à d'autres sources de financement. C'est pour ça que je vous ai dit, il faudrait qu'on s'inspire de ce qui se fait sous d'autres cieux et puis revoir un peu notre système et discuter avec tous les acteurs du terrain, notamment le partenaire social, les employeurs, associer tous les acteurs du terrain à la question et voir qu'est-ce qui pourrait être fait de telle manière à ce qu'on puisse maintenir le système viable. Alors, est-ce qu'il y a une échéance, une date peut-être pas, mais pour justement engager un débat national sur la question? Un débat qui tarde à venir d'ailleurs. Au sens propre du terme aujourd'hui, il n'y a pas d'échéance fixe. Mais je reviens sur ce qui a été fait. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a une urgence. Je vais m'expliquer. Revenant quelques années en arrière, ou quelques mois peut-être en arrière, quand on a été obligé d'abroger la fameuse ordonnance 97-13 du départ en pré-retraite, l'annonce a été faite et elle est tombée. À l'époque, si vous vous rappelez, comme un coup près, puisqu'il fallait donc, elle est rentrée en application 6 mois plus tard. Très vite, oui. Parce que c'était une mesure d'urgence qu'il fallait prendre. Et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, vous, puisque je parlais de situation d'exception, vous avez dit une situation d'exception qui a trop duré. Elle avait trop duré, donc il fallait prendre des mesures drastiques à l'époque, enfin les derniers temps. Aujourd'hui, si on veut ne pas prendre de mesures drastiques dans quelques temps, il faudrait peut-être réfléchir le plus tôt possible à la question et engager la réflexion à ce sujet. Pas d'échéance pour le moment fixée, mais la réflexion doit être engagée. L'État s'est engagé en parallèle à prendre en charge les pensions, mais il faudrait réfléchir en parallèle à la question. Parce que ça n'est pas une solution viable, le plus vite simplement. possible. C'est pour ça que nous lançons un message à tous les concernés par la question, et notamment le partenaire social. Il faut qu'il adhère à la question. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler un langage transparent et un langage clair. Les chiffres sont là, ils sont évocateurs, ils parlent d'eux-mêmes. Nous n'avons rien à cacher. Et tout le monde sait que la caisse de retraite vit des cotisations, elle ne vit pas d'un autre moyen. Donc l'État est là pour bien sûr pallier, mais il faudrait que les gens comprennent qu'il y a une situation critique. Et donc, il faut que tout le monde adhère. Vous en appelez un petit peu à leur sens de la solidarité, c'est ce que vous voulez dire? C'est le concept même du système. C'est un système. Il est basé sur un principe de solidarité. Sur le système de la solidarité. Et donc, mais la solidarité que nous demandons aujourd'hui est une solidarité beaucoup plus que celle du système. En fait, c'est une solidarité communautaire où toutes les parties concernées par la question doivent se pencher sérieusement et adhérer surtout à tout ce qui pourrait être fait en la matière. Les choses sont claires en face de nous. La situation parle d'elle-même. Il n'est pas question de continuer à appliquer la politique d'autruche aujourd'hui et de se dire demain il ne va rien se passer, après-demain il ne va rien se passer. Aujourd'hui, l'État a pris en charge la chose, certes, mais il est temps pour nous que tout le monde réagisse. Alors, il n'y a pas que la crise à la CNR qui n'a pas lâché son chantier de modernisation en fait, de ses structures. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et ce sera la dernière question. C'est une modernisation au moindre coût. Puisque la CNR aujourd'hui a décidé de geler, au même titre que pratiquement tous les organismes et les autres secteurs, on a gelé un peu tout ce qui est développement en matière de réalisation, d'infrastructures, etc. D'investissement. Mais pour ce qui est de l'aspect modernisation, c'est un aspect sur lequel nous sommes très penchés, nous sommes en plein dedans, parce que c'est un moyen pour nous tout d'abord d'avoir l'information, de pouvoir centraliser tout ce qui est activité. Et de gagner en efficacité aussi. De gagner aussi en efficacité, et puis surtout de proximité avec le citoyen. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Concrètement, qu'est-ce qui pourrait être fait très prochainement? Beaucoup de mesures ont été faites. Nous sommes par exemple actuellement sur un projet de SMS. Nous allons donc, si vous avez remarqué, la presse a rapporté à plusieurs reprises le fait que des pensions ont été bloquées. Effectivement, donc, quand la personne ne se manifeste pas au bout d'un certain temps, généralement annuellement, on demande un certificat d'existence. Donc, si la personne ne se manifeste pas pour ramener ce document, nous interrompons la pension. Et le fait d'avoir possibilité de communiquer avec le retraité par le biais du SMS, c'est un moyen pour nous donc de l'inviter à venir. C'est un moyen sûr parce que malheureusement pour nous, le courrier, pour la plupart du temps, il n'arrive pas à l'adresse indiquée. C'est un moyen sûr pour nous de pouvoir joindre l'intéressé. À chaque fois qu'il y a une information qui pourrait être donnée au retraité de manière générale ou de manière personnelle, je parle de manière générale quand il s'agit d'avantages général, de manière qui concerne générale, tout le monde. Ou bien il y a des situations de manière particulière
tel que lorsqu'il y a par exemple l'application du taux de revalorisation. Donc nous envoyons un SMS, nous sommes en train de préparer ce dossier. Et il y a donc d'autres projets qui sont en chantier, tels que le dépôt du dossier par le biais du net. Donc il y a un formulaire à remplir pour ce qui est des informations nécessaires pour le dossier. Donc aujourd'hui ce formulaire est rempli de manière manuscrite. Et donc, nous pensons le mettre en ligne de telle manière à pouvoir permettre aux citoyens de le remplir directement sur le net. Il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a des aspects de facilitation, notamment par exemple à l'extrait de naissance. À l'extrait de naissance, à l'acte de mariage et à l'acte de décès. Aujourd'hui, on ne réclame plus ce document citoyen. C'est par le biais de notre liaison avec les services du ministère de l'Intérieur que nous récupérons le document. Ça aussi, c'est un grand pas en matière de modernisation. Et j'en passe sur tous les aspects technologiques. Bon, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes au courant que nous avons mis en place un centre d'appel où le retraité ou le futur retraité peut nous joindre pour pouvoir s'informer. Et aussi pour ne plus subir les longues attentes dans les bureaux de poste. Ça lui permet, d'autant plus qu'il y a des gens qui habitent loin ou dans des zones escarpées. Donc de percevoir leur retraite à travers les banques. Nous avons aussi modernisé en matière de paiement, puisque si vous vous souvenez à l'époque, les retraités étaient payés exclusivement par le biais d'Algérie Post, par le biais des CCP. Et ça leur a posé beaucoup de difficultés. Donc, dans le cadre de notre modernisation, nous avons passé une convention avec la BDL. Et par là même, nous pouvons donc actuellement payer les gens qui bénéficient de n'importe quel compte, qu'il soit postal ou bancaire, donc public, des facilitations qui aident privé, beaucoup, effectivement, surtout des personnes âgées, pour se déplacer le moins possible. Et un autre aspect aussi très important que je voudrais signaler, c'est l'histoire des doléances. Aujourd'hui, nous sommes assaillis de doléances. Les gens nous écrivent, ils nous appellent, ils nous contactent par le biais du mail. Donc nous essayons aussi de centraliser toutes les doléances. Et de répondre. À ces doléances. Slimane Melouka, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Caisse nationale des retraites. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission vous sera proposée, le replay vous sera proposé sur notre page Facebook. Notre invitée, Canal Algérie, elle sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et à mercredi prochain. Au revoir.